Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition, la première de 2024 de l'édition hockey de Bulletin sportif. Merci d'être là, merci d'être de retour, on est content de vous retrouver. Oui, c'est une édition hockey pendant la session d'hiver, ça va être des mélanges de hockey, basket, volleyball, on va parler d'un peu de tout, on va recommencer à avoir des entrevues à chaque semaine. Pour le premier, cette semaine, bon, je vous parle essentiellement de hockey, mais comme je vous dis, on va embarquer sur tous les autres sujets au fur et à mesure que les semaines vont passer. Donc, très content de vous accueillir. Comme je vous disais, on a avec nous, évidemment, nos chroniqueurs habituels, Léa McIntyre, avec qui notamment on va parler, bon, évidemment, de hockey féminin, mais on va parler notamment de recrutement, aussi avec la gang de hockey collégial masculin, Denzel Carigueya, Tristan Mac. Bon, ben, on fait le tour des premiers matchs, qu'est-ce qui s'est passé. Au niveau collégial, évidemment, on regarde qui sont les équipes et qui sont les joueurs à suivre prochainement. Les changements, surtout, qui se sont passés, les principaux changements dans les différentes équipes, parce qu'on le sait qu'après la période des fêtes, il y a toujours des changements qui arrivent dans les différentes équipes et comment ça pourrait les impacter. Et enfin, on termine avec l'entrevue de la semaine. Entrevue avec le gardien des Filons de Thetford, Tyler Medina, un gars qui a toute une histoire, tout un parcours qui l'a amené à être aujourd'hui le gardien des Filons de Thetford et non seulement le gardien de l'équipe numéro 1 au classement actuellement, mais le gardien avec les meilleures statistiques. Un gars qui revient de nulle part, façon de parler. Un gars qui a joué au hockey toute sa jeunesse, mais qui avait arrêté pendant une période de 2 ans, bref, et de retour sur la patinoire et performe extrêmement bien. Donc, c'est un gars à suivre. On parle de son parcours, justement, avec lui en fin d'émission. Alors, je vous invite à rester avec nous et surtout, je vous souhaite un excellent show. Merci encore d'être là. Hockey féminin avec Léa McIntyre. Bonne année 2024, Léa. Salut, bonne année à toi. Ben, merci. On va te souhaiter un paquet de victoires, puis surtout, on va en jaser tantôt, mais des belles nouvelles arrivées avec l'équipe, surtout, c'est ça, des bons succès. Fait que pour toi, ton équipe et compagnie, fait que je pense que de toute façon, le hockey féminin va bien. On en entend bien parler. On a un paquet de belles choses de ce côté-là. Fait que je vais te souhaiter tout le mieux possible pour 2024 de ton côté personnel, puis sur le côté du hockey, évidemment. Merci beaucoup. On a évidemment amorcé la saison, amorcé la saison. Le deuxième volet de la saison, parce qu'on est rendu à l'année 2024, on a passé les fêtes. On amorce ça, mais en même temps, j'ai l'impression que des fois, on redit toujours les mêmes affaires. Les Stingers de Concordia, encore invaincus. Par contre, petite frousse quand même contre les GGs d'Ottawa. Une victoire qu'on est allé chercher en prolongation en fin de semaine, vendredi passé en fait, à Ottawa. Bon, c'est pas la première fois qu'ils se ramassent avec des victoires après la période de réglementaire, mais ça reste que elle gagne. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle gagne systématiquement. J'ai l'impression des fois, c'est ça, qu'on se répète beaucoup, mais regarde, un moment donné, ça va peut-être arriver. Je leur souhaite en fait que si ça arrive en saison régulière et pas un mauvais moment, parce que franchement, quelle belle équipe de hockey. C'est sûr, je pense que de gagner en prolongation, bon, c'est peut-être pas le scénario que le groupe d'entraîneurs veulent vraiment avoir. Par contre, je suis certaine qu'il y a une petite partie d'eux qui est un peu contente qu'ils fassent face à de l'adversité maintenant, savoir comment réagir maintenant dans des games qui sont plus serrés. Parce que, tu ne l'apprends pas quand tu es aussi dominant. Je repense à la victoire de 7-3 contre les Gators. Ben, c'est pas un match serré. Fait que tu ne joues pas de la même façon dans les deux situations. Donc, c'est sûr que pour ça, ils l'apprennent. Puis évidemment, ils vont chercher le but gagnant pour garder leur fiche parfaite. C'est une équipe que je vois pas. Je regardais ça avec des amis dernièrement, là, l'horaire. Puis je vois pas comment ils vont perdre un match. C'est sûr que c'est impossible de prévoir, ou en tout cas de prédire une défaite à chacun des matchs. Elles sont trop dominantes. Mais la réalité, c'est que, bon,
on le sait, il faut jouer les matchs, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça reste qu'elles trouvent tout le temps une manière de s'en sortir parce qu'elles ont systématiquement des joueuses de grand talent sur la patinoire à chaque chiffre. Fait que c'est pas compliqué, c'est qu'elles sont toujours dangereuses. En tout cas, regarde, comme je dis, j'ai l'impression qu'on se répète, mais je pense qu'il faut plus, au lieu de voir ça comme un élément répétitif, c'est juste de voir au contraire des succès puis du haut niveau de hockey qu'on a la chance de voir. Donc, je pense qu'il faut plus en profiter que d'y voir quelque chose de plate à regarder, malgré le fait que c'est redondant. Je vais appeler ça de la constance au lieu de la redondance. Oui, c'est une équipe avec tellement de profondeur partout dans leur alignement, que ce soit en avant, en défense, dans les buts. Ils sont tellement bien coachés. Ils ont une grosse équipe d'entraîneurs, ils sont nombreux. Écoute, la constance, c'est le mot pour cette équipe-là. Là. Et là, il y a quand même d'autres équipes autour. On parlait des Gators. Bon, Gators se sont inclinés 7-3 contre les Stingers, mais ça reste qu'elles gagnent les matchs qu'elles ont à gagner autrement. Sinon, il y a les Carabins. Les Carabins sont allés vraiment là, ils sont montés officiellement en deuxième place, seuls en deuxième place. 2 victoires en fin de semaine. Une de 5-1 contre les Ravens de Carleton et une de 3-2 contre les Martlets. Je ne sais pas si c'est parce qu'en troisième, on a un peu ralenti ou en tout cas lâché le pied sur la pédale pour permettre aux Martlets de remonter. Mais quand même, il faut donner le crédit aussi aux Martlets. Je pense qu'ils sont capables de jouer du bon hockey aussi. Démontrer que, justement, il faut se tenir à niveau tout le long des matchs si on veut accumuler les victoires pareil. Oui, McGill, depuis le retour des fêtes, fait vraiment bien. Oui, vraiment. Compétitionne dans tous les matchs. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, avant les fêtes, on avait discuté de Sarah Maud Lavoie, qui était un morceau important, qui avait été blessée. Là, elle est de retour dans l'alignement. Je pense que ça fait vraiment une bonne différence pour cette équipe-là. Ils progressent bien. S'ils continuent avec leur performance, ils vont se battre pour une place en série. Là. Donc, je pense qu'ils sont à 3 points, 2 points. Ils sont à 2 points des Ravens actuellement. De Carleton, donc ils sont là. On a parlé, toi et moi, avec McGill cette année, ça allait moins bien, mais là, ils sont en train de redresser le bateau, puis il va falloir qu'ils aillent chercher des victoires, puis surtout les matchs contre Carleton vont être super importants. Il y en a un samedi d'ailleurs, samedi prochain contre Carleton à McGill. Exact, donc ça va être super important d'aller chercher ces matchs-là, puis s'ils sont capables d'aller chercher des victoires puis des points, s'ils peuvent pousser les matchs en surtemps, ça va être payant pour eux, puis ça va être une course qui va être intéressante à suivre entre Carleton et McGill, savoir qui va accéder aux séries. Yes, fait qu'on va évidemment continuer de suivre ça. Collégial, les Titans de Limoilou on parlait d'un top 3, je pense qu'on parle encore d'un top 3, évidemment, mais Limoilou a de l'air d'avoir, monté ça d'une autre coche, puis je parlais même avec Pascal Dufresne, l'entraîneur, qui me disait qu'il était surpris. Il s'attend à avoir des bons résultats, mais surpris d'avoir des si bons résultats à ce point-là, malgré le fait, parce qu'il y a quand même 11 nouvelles cette année dans son équipe, il me disait. Donc, franchement, Limoilou a de l'air tout simplement sur une autre. À jouer à un autre niveau. Là, on le sait, on en a parlé souvent, leur jeu collectif, à quel point c'est du solide. Ben, franchement, là, les preuves sont là, semaine après semaine. Puis là, c'est ça, ils sont même rendus avec 9 points d'avance en tête du classement. Oui, c'est tellement une belle équipe. À chaque fois qu'on parle d'eux, c'est comme quand on parle des Stingers. Hein, on se répète tout le temps sur eux. Ils ont beaucoup de profondeur. Ils ont une joueuse extraordinaire en Héloïse Caron qui fait vraiment la différence aussi. Puis oui, ils ont 11 recrues, mais si tu regardes ces 11 recrues, là, je pense que 10 sur 11 viennent de la même équipe au niveau M18. Donc, tu sais, c'est un groupe qui se connaît bien depuis longtemps. Pascal fait un bon boulot avec eux, là, vraiment. Ils ont une défenseur exceptionnelle aussi, Rosalie Breton, qui revient du championnat du monde avec l'équipe canadienne. Donc, c'est une équipe qui exécute très bien sur la glace. Donc, je ne suis pas surprise du tout de les voir en tête du classement. Là. Bon, évidemment, elles ont joué un peu plus de matchs que les autres. Là. Les Highlanders ont 21 matchs, elles en ont 23. Les Highlanders, c'est les Highlanders, on le sait, avec leur fameux trio.
Champlain-Lennoxville a joué seulement 17 matchs. On en a parlé un peu avant les fêtes, quand on a fait notre bilan, si on veut. Est-ce que tu continues de penser que pour les Cougars, ça va être quelque chose qui va être difficile, justement, d'avoir un calendrier aussi chargé? Et surtout, bon, évidemment, on aura le temps d'en parler d'ici là, mais quand même, quel impact ça pourrait avoir ultimement en éliminatoire de se ramasser avec un calendrier chargé comme ça en deuxième partie? Ben, je pense qu'il y a deux options, là. Soit qu'ils vont aller chercher un momentum, puis ils vont surfer sur ce momentum-là jusqu'en série, ou ça va être difficile. Ça va être beaucoup de matchs. En plus de tous les matchs de saison qui leur restent à jouer, ben, le circuit collégial est en pause en fait la semaine prochaine parce que il y a beaucoup d'équipes qui sont en tournoi. Donc, ils ajoutent un tournoi dans ça. Il y a beaucoup de matchs, là. Ça va être intéressant à suivre, mais en même temps, ils ont l'équipe pour le faire. Il va juste falloir qu'ils restent en santé. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Il va falloir qu'ils restent en santé, limiter les blessures. Puis ça devrait bien aller dans leur cas, là. Puis vous autres à Dawson, cette semaine, un peu plus tôt la semaine passée, mercredi, vous avez affronté les Lynx, une victoire d'1-0. Puis une défaite de 6-3 justement contre les Cougars de Champlain-Lennoxville. Raconte-moi un petit peu la dernière semaine dans votre cas. Oui, en fait, quand on est revenu des fêtes, donc on est parti en tournoi directement. On a gagné le tournoi, on a 3 victoires, on a accordé un but. C'est un tournoi presque parfait. Puis je pense qu'on a vraiment bien recommencé l'année. On a été chercher un momentum. On a joué contre Édouard Montpetit. On a échappé le match. Ils ont été meilleurs que nous, tout simplement. Puis, on dirait que ça a comme shaké les filles. Puis après ça, on est parti sur quand même une belle séquence, une belle victoire contre André Laurando. Après ça, la victoire de 1-0 que tu disais contre Édouard Montpetit. 2 blanchissages consécutifs pour Jeanne. Donc, vraiment des belles performances. Et là, on a commencé le match contre Lennoxville. Ça allait bien jusqu'à temps qu'on prenne une mauvaise punition antisportive en début de deuxième période. C'est là que tout a chamboulé. Là. Ils ont marqué des buts vraiment rapidement. Ça nous a cassé les jambes. Par contre, on était fiers du groupe de voir qu'en troisième période, c'est comme il y a eu un reset qui s'est fait. Puis là, la troisième période a vraiment mieux été. Techniquement, on a gagné la troisième période 2-0. Ouais. Donc, pour ça, on était fiers. Puis, écoute, je parlais du tournoi, mais on les joue vendredi soir à Québec dans le tournoi. Donc, on a hâte de revoir ce match-là pour les réaffronter parce qu'on sait que si on joue comme on a commencé le match, comme on a joué en troisième période, on est quand même capable de compétitionner contre cette équipe-là. Là. Malgré notre petit alignement, là, on a beaucoup de blessés en ce moment, donc on jouait très short aussi, ça ne nous a pas aidé. Là. Malgré tout, avec tout ça, ce que tu nous racontes dans les dernières semaines, ça fait en sorte que vous êtes rendu 4e au classement. Vous avez rattrapé le boomerang d'André Laurando qui a eu une fin de semaine assez difficile, un total de 15-0, des défaites de 8-0, 7-0. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique, est-ce que tu es au courant, si quelque chose explique ces 2 défaites extrêmement difficiles là, quand même du boomerang? Puis quel impact des fois, ça peut avoir dans une équipe là, de perdre, c'est une chose, mais des raclées, des fois comme ça, surtout 2 consécutives. Une, tu dis, bon, OK, on efface, on recommence. 2 comme ça, comment ça peut faire mal. Puis, il veut pas, on en a parlé souvent. Oui, il y a les 3 tops, mais il y a comme quelque chose à aller chercher, justement, de vouloir aller se positionner comme la meilleure des autres équipes, du moins pour l'instant. Puis ça, bien, justement, les Blues vous venez de remonter ça. Comment tu penses que ça peut impacter justement André Laurando, ces 2 difficiles défaites? Ben, ils ont joué les 2 meilleures équipes au classement en ce moment, dos à dos. Là. Donc, avec du voyagement dans tout ça aussi. Donc, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Le match, ils ont commencé avec John Abbott à John Abbott vendredi soir. C'est des matchs qui sont tard. Donc, c'est à 8h30 que ça commence. Donc, ça fait vraiment une différence. Après ça, ils reviennent à la maison. On part pour Québec le lendemain. C'est sûr que c'est un horaire qui est vraiment difficile. On l'a déjà vécu aussi cette fin de semaine-là. Comment ils vont se relever de ça, ça va être
intéressant à suivre. Ils vont être du tournoi à Québec eux aussi, donc rapidement, ils vont pouvoir tourner la page, vont jouer des matchs, beaucoup de matchs dans la fin de semaine, donc essayer de vraiment tourner la page sur ce week-end-là qui a un peu moins bien été, puis de se replacer, parce que c'est vrai que la position numéro 4 est super importante. Là, la position 4 et 5 vont s'affronter dans les séries, donc tu veux vraiment finir dans ces positions-là pour être sûr de ne pas prendre une équipe du top 3 en première ronde. Puis c'est sûr qu'on veut gagner l'avantage de la glace, donc on va tout faire pour essayer de finir quatrième. C'est très serré, là, nos deux équipes, quand on a des matchs sont intenses, serrés. Donc, jusqu'à la fin de l'année, là, ça devrait être une belle course à suivre entre nous et André Laurando, mais c'est vraiment... c'est sûr que c'est la même chose pour eux, là, mais c'est vraiment une position qui est importante qu'on va aller chercher. Là. Et c'est ce qu'on va surveiller éventuellement. Et évidemment, parlant de début de saison, de début d'année comme ça, c'est une période importante aussi, autrement que sur la patinoire directement, mais pour le recrutement également, c'est là que des annonces se font. Oui, vous avez fait votre travail de recrutement avant, mais les décisions, ça commence à se prendre, les annonces se font. Raconte-moi un peu comment ça se passe du côté des Blues. J'ai vu plusieurs belles annonces. J'ai l'impression qu'il y a du bon travail qui a été fait. Êtes-vous en groupe, là, êtes-vous satisfaite de la récolte jusqu'à maintenant, puis surtout des joueurs que vous avez réussi à aller chercher par rapport à votre liste, là, si on veut, de souhaits de départ? Oui, on est vraiment satisfait. Il nous reste encore une place, donc on n'a pas terminé. On perd beaucoup de joueurs cette année, donc on rentre, je pense que c'est 9 nouvelles joueuses qui vont rentrer. Donc il reste une place en avant qui n'est pas comblée encore. Il y a des lignes à l'eau, on attend des confirmations. Mais pour ceux qui ont été signés, là, on est vraiment contents. C'est sûr que moi, comme coach de défenseur, je vais te parler des défenseurs. On a signé Ariane Chapdelaine, qui pour moi est une des meilleures défenseurs dans le circuit M18 en ce moment. On a été chercher Noémie Cloutier, qui joue présentement à Stansted, donc va faire le saut dans le circuit québécois l'année prochaine. Une défenseur droitière. Même chose, notre troisième défenseur qu'on a signé, Alessie, la capitaine des remparts du Richelieu. Une droitière aussi, c'est vraiment une problématique qu'on avait dans notre défensive cette année. Là, on est complètement gauchère. Donc, d'aller chercher 2 droitières, ça va être bon pour équilibrer les choses l'année prochaine. On a signé une autre joueuse de Stansted en avant qui va faire le saut avec nous l'année prochaine. Donc, ça aussi, là, c'est des belles surprises. Lennoxville aussi en a signé une joueuse de Stansted. C'est des joueuses normalement qui rentrent dans le programme prep, après ça ils vont au varsity, puis après ça ils s'en vont aux États-Unis ou ils s'en vont directement à l'université. Fait que d'être capable de les avoir, ils sortent de là, ils s'en viennent jouer au Québec, ben c'est le fun, on les rapatrie, puis au moins 3 ans, tu sais, l'universitaire américain, c'est quand même possible, mais au moins ils reviennent jouer dans le circuit québécois 3 ans avant de peut-être quitter, puis peut-être rester au Québec aussi. Donc, pour ça, je suis vraiment contente qu'il y en a plusieurs cette année qui reviennent. Dans les buts, on a signé Victoria Rose Grisé, gardienne de but, vraiment impressionnante. C'est une fille qui est sous le radar de Hockey Québec depuis plusieurs années. Donc, on est vraiment excités. Puis, si je regarde toutes nos signatures en ce moment, je pense que, à part une, c'est toutes des leaders sur leur équipe. Donc, soit capitaine ou assistant capitaine. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour nous de rentrer des bonnes personnes avec un caractère qui va fitter dans notre identité d'équipe. Donc, on est vraiment content du leadership qu'on est allé chercher aussi. Là. C'est intéressant ce volet-là, justement, parce que ça reste que c'est des étudiantes, mais vous, quand même, vous prenez le temps de construire une équipe, pas avec juste des bonnes étudiantes, des étudiantes bonnes joueuses de hockey, mais avec une intention aussi. Fait qu'il y a une culture d'équipe qui est là. Donc, c'est pas tout. Puis ça envoie peut-être justement un message Puis ça, c'est peu importe le sport, peu importe le sexe, c'est une question aussi de dire
ben, tu t'en vas dans une équipe, il y a une culture aussi à cette équipe, fait que ça va dans les deux sens, évidemment. Il y a des cultures qui sont, en tant qu'étudiant athlète, peut-être que ce n'est pas la culture qui te va bien, mais de l'autre côté aussi, comme personne qui recrute, vous recrutez des types de personnalités aussi. Oui, il faut avoir des bonnes notes à l'école, oui, il faut savoir jouer au hockey dans le cas ici, mais il faut fitter avec avec le programme et avec les valeurs du programme. Fait que je trouve ça intéressant, ce volet-là, de dire aussi que c'est ça, on va chercher des bonnes personnes, on va chercher des leaders. Ça fait partie aussi du cheminement à avoir, d'apprendre à être un bon coéquipier, une bonne coéquipière quand on veut avancer dans notre cheminement sportif. Exactement. Puis, nous, on ne s'est jamais caché non plus que s'il faut sacrifier un peu de talent pour une qualité d'individu, on va le faire. Nous, on veut, c'est ce qu'on recherche à la base. On veut que ça soit une bonne personne, puis on veut vraiment que le fit soit bon avec l'identité. Donc, comme tu dis, c'est un message à comprendre pour les plus jeunes. C'est important. C'est pas juste le jeu sur la glace, tes résultats académiques sont importants, mais vraiment la personne que tu es aussi, là, ça compte pour beaucoup. Là. Donc, un bon recrutement. On va espérer justement que que ça amène des bons résultats éventuellement. On a eu, en fait, j'ai eu le scoop d'une nouvelle qui pouvait s'en venir. Je sais que c'est quelque chose qui se discutait ici et là. Certaines personnes impliquées dans le hockey n'ont pas nécessairement été surpris de lire ce que j'ai écrit, mais ça reste que c'est pas annoncé officiellement ou quoi que ce soit, puis je peux comprendre, mais on parle à l'UQTR on travaille activement à évaluer, là, puis à essayer de voir comment on pourrait créer une équipe universitaire de hockey féminin. Puis il y a aussi du hockey masculin D2, là, mais dans le cas qui nous concerne ici, on va se concentrer sur le hockey féminin. C'est intéressant, ça, sachant surtout que Ottawa et Carleton ont l'intention, je sais que ça n'a pas été officialisé, là, même si dans les faits, on le sait, c'est un secret de polichinelle. Là, ces deux équipes-là vont quitter l'an prochain la Ligue universitaire québécoise du RSEQ. Donc, penser qu'une université amènerait une nouvelle équipe comme ça, on pourrait compenser parce qu'une Ligue à 4, c'est pas, c'est pas optimal du tout. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis parce que ça reste que le bassin, c'est un enjeu. Et là, on va se retrouver avec 6 équipes D1, d'un collégial D1, 5 équipes québécoises, si évidemment on prend pour acquis que l'UQTR arrive, là, on se retrouverait avec 5 équipes québécoises universitaires. C'est une réalité là, où est-ce qu'on peut dire le bassin, est-ce qu'on peut vraiment se retrouver avec autant d'équipes collégiales qu'universitaires ou universitaires que collégiales D1, là, parce qu'évidemment, il y a 6 autres équipes en D2. Puis on pourrait parler de Stansted, puis on pourrait parler de ces équipes-là, PrEP, là, qui envoient des gens directement à l'université. Il va y avoir un élément où est-ce que c'est une bonne nouvelle, sachant on a besoin d'équipes, on a besoin d'encourager tout ça, mais on veut garder un certain standard aussi pour la Ligue, parce que c'est pas mieux. Les meilleures joueuses n'auront pas le goût de jouer dans la Ligue du Québec si le niveau de jeu n'est pas assez élevé. Fait que, bref, il y a tout le temps. S'il manque d'équipe, il manque de place, ça enlève des opportunités. De l'autre côté, s'il y a plus d'opportunités, mais que le niveau est moindre, c'est pas nécessairement toujours mieux. Je veux savoir comment tu vois tout ça, cette nouvelle, ou en tout cas, cette idée que l'UQTR arriverait avec une équipe féminine maintenant. Quand j'ai vu que tu as sorti la nouvelle, j'étais vraiment excitée. Je trouve vraiment que c'est une bonne nouvelle. Bon, là, au niveau du bassin, est-ce qu'il va y avoir assez de joueuses? Ça, je ne suis pas au courant. Moi, je le vois de l'extérieur, là, puis je trouve ça vraiment, vraiment cool. C'est une belle opportunité pour des joueuses francophones qui n'ont pas d'intérêt à étudier en anglais d'avoir une place de plus où jouer. Parce qu'en ce moment, si on regarde les faits au niveau universitaire, U-Sports, si tu es une étudiante francophone et que tu ne veux pas étudier en anglais, ben, tu as l'Université de Montréal ou l'Université Moncton. Ça se résume à ça. Donc, d'avoir une université francophone de plus, je trouve ça le fun. Puis ça va aider les cégeps aussi francophones à recruter parce qu'en ce moment, je le sais, là, j'étais dans un cégep francophone à essayer de recruter il y a 2 ans. Puis on se fait dire, moi, je veux apprendre l'anglais parce que les universités sont en anglais. Là, c'est sûr que c'est les 3 équipes francophones, ils vont pouvoir
bénéficier de ça aussi. Donc, je pense que pour le hockey féminin au Québec, moi, je vois ça comme une bonne nouvelle. En plus que ça soit à Trois-Rivières, c'est une région où que le hockey Division 1, il n'y en a pas. Là. C'est Montréal ou c'est Québec. Fait que d'avoir quelque chose entre les deux, je trouve ça le fun. Ça va expandre le hockey dans cette région-là. Ils ont une Division 2 à Trois-Rivières. Donc, je pense juste que c'est positif de voir les succès que les Patriotes ont avec les garçons. C'est sûr que d'avoir une culture comme ça, sportive, aussi forte à l'université, ça va avoir des répercussions sur le hockey féminin. Donc, moi, je vois juste ça comme du positif. Je suis excitée. Ça va être le fun d'avoir une équipe de plus dans le circuit québécois si ça se concrétise. Tu l'as dit, là, les 2 équipes de Ottawa quittent. Donc, d'avoir une équipe de plus, c'est des matchs de plus parce que je pense que ça, c'est un enjeu qui était majeur aussi de jouer des matchs à 4 équipes. Si je joue 5 fois contre chaque équipe, ça fait juste 15 matchs. Donc, je pense vraiment que c'est une bonne nouvelle. Mais comme je te dis, au niveau des... Tu sais, je ne suis pas au courant au niveau des bassins, si c'est réaliste ou quelque chose. En même temps, ça obligera les équipes à faire preuve de créativité. Tu sais, les Carabins, il y a quelques années, il y avait des joueuses de la France. L'année passée, avec Kelly Koenig de la Suisse. Donc, s'il n'y a pas assez de joueuses francophones de niveau au Québec, ben, ils seront créatifs et iront en chercher ailleurs. Il y a des francophones dans les maritimes. Donc, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir si ça va se concrétiser. Puis si oui, pour quelle année, l'année prochaine ou l'autre d'après. On dirait que je me serais attendue à ce que Laval ait une équipe de hockey féminin avant l'UQTR, sachant le succès. Ça peut arriver. Remarque, là, c'est pas parce que l'UQTR démontre l'intérêt et qu'ils travaillent là-dessus qu'ils vont réussir à monter quelque chose avant. Là. C'est effectivement, tu as raison. Laval, assurément qu'il y a quelqu'un là-bas qui réfléchit à l'idée. Là. Exact. Mais je pense que d'avoir des équipes à l'extérieur de la région de Montréal, ça va être bien. Donc, j'ai hâte de suivre ce dossier-là là, pour voir ça s'en va où. Là. Ben, c'est intéressant parce que là, regarde, on a eu le début de la saison de la LPHF qui est vraiment, vraiment. Il y a une belle vibe autour de ça, puis qui n'est pas juste une affaire de marketing, parce que justement, côté marketing, ils n'ont pas été champions et championnes du monde dans cette catégorie-là, la Ligue, mais malgré tout, ça prouve que l'intérêt est réel puis sincère pour le hockey féminin parce que malgré le fait qu'ils n'ont pas été extraordinaires au niveau marketing, ben, les gens sont au rendez-vous pour voir les matchs, puis ils reviennent. Les gens sont au rendez-vous pour regarder les matchs à la télé aussi, puis ils reviennent. Donc, il y a quelque chose qui est là, qui est malgré tout ancré chez les gens. Il ne manque plus rien qu'à l'entretenir, puis s'assurer de l'entretenir, mais ça reste qu'il y a un intérêt là. Bon, si au niveau universitaire, on peut brasser une couple de choses, puis si ça fait en sorte que on retient un peu plus de joueuses ici qui décident de s'en aller. Si on crée un plus gros bassin parce que les jeunes filles embarquent dans cette mouvance-là du hockey féminin qui n'est pas juste une question d'aimer regarder les matchs à télé ou aller les voir jouer, mais qui donne envie aux filles qui jouent déjà de continuer peut-être plus longtemps ou les filles qui cherchent un sport de choisir le hockey. Regarde, ce sera bien, mais en tout cas, on peut dire que le janvier 2024 est bon pour le hockey féminin, justement, en ce moment. En tout cas, on va en profiter pendant que ça passe. Oui, exact. Le hockey féminin, je pense qu'on peut le dire, là, est en santé en ce moment. Puis pour les jeunes filles, de voir les modèles pro, ça va faire en sorte qu'ils vont s'inscrire au hockey. Puis à un moment donné, on va l'avoir le bassin pour être compétitif dans 5 équipes au Québec. Puis, tu sais, j'ai l'impression que c'est le même discours qu'on avait que quand Bishop a ouvert leur équipe, de comme, ouais. Est-ce que une équipe de plus, on est 7 au cégep, avoir une équipe de plus, ça va ressembler à quoi? Puis regarde comment ils compétitionnent après 2 ans. Donc, tu sais, j'ai pas d'inquiétude. Trois-Rivières, c'est proche de Québec. Puis on sait que Québec a un gros marché. Donc, tu sais, je pense au centre du Québec aussi, qui est quand même un bon bassin de joueuses. Donc, moi, je pense que ça fonctionnerait, puis ça va permettre à plus de petites filles de rêver à se rendre au plus haut niveau possible. Donc, c'est du positif pour moi, là.
Ben excellent. Écoute, on se reparle bientôt, puis en espérant effectivement que ces beaux moments-là continuent dans le temps, parce que tu l'as dit, là, ça démontre une santé du hockey féminin. Maintenant, faut le voir avec plus de joueurs, plus d'opportunités. Là, tu sais, c'est l'œuf ou la poule, là, qu'est-ce que ça prend? Est-ce que ça prend un plus gros bassin avant de faire plus, ou ça prend plus d'opportunités pour créer un plus gros bassin? Rendu là, c'est plus. Je ne pense pas que ce soit nécessairement important de déterminer par quoi il faut commencer. À un moment donné, il faut que ça commence à quelque part en espérant que ça dure un peu, puis que la machine embarque. Donc, voilà. Fait que, écoute, un gros merci, Léa. Un bon début d'année 2024, comme je t'ai souhaité en début d'année, en début de chronique. Puis, on repart ça. Fait qu'un gros hiver, beaucoup de bons hockey à suivre. Puis, on se reparle très bientôt. Merci encore. Merci à toi. Hockey masculin, pour nos auditeurs, je le répète à chaque segment. Évidemment, c'est la première de 2024. Fait que la force des choses veut que, et puis de la politesse, tout simplement, veut que je vous souhaite une bonne année. Tristan Amac, Denzel Carré-Gaya, bonne année. Profitez-en bien, soyez heureux surtout. Soyez en santé. On espère être en santé. Être heureux, on s'arrange pour travailler pour. Puis, regarde, je vous en souhaite le meilleur pour vous autres, tout ce que vous désirez d'abord. Puis beaucoup de plaisir. Fait que bonne année 2024, messieurs. Très heureux de vous retrouver. Pareillement, et on souhaite la même chose pour les gens qui nous regardent ou nous écoutent. Exactement, très content de vous retrouver. Là, on revient des fêtes. Il y a eu un peu de hockey qui s'est joué dans les 2 dernières fins de semaine. On va y revenir un peu plus tard. Mais la période des fêtes est une période quand même importante pour du mouvement de personnel. Il n'y a peut-être pas de transactions proprement parler comme dans la LHJMQ. Et d'ailleurs, il y a eu des conversations dans les dernières semaines par rapport à ça, ou dans la dernière semaine par rapport à ça, justement, du fait que, comme il y a des transactions, on se retrouve à avoir des joueurs de 16 ans, 17 ans, bref, en secondaire 5, qui se trouvent à devoir quitter leur école en plein milieu de l'année pour pouvoir aller dans une autre ville, dans un autre endroit pour poursuivre, parce qu'ils sont rappelés par des équipes de la Ligue de hockey junior majeure pour qui il manque de joueurs. Mais il y a aussi la Ligue collégiale dont les alignements, les formations sont bouleversés par un paquet de changements et notamment par ce qui peut se passer dans la Ligue junior majeure du Québec. Mais il y a toutes sortes de raisons aussi qui peuvent amener ça. On sait que comme c'est des étudiants, il y a les résultats scolaires qui peuvent jouer. Il y a un paquet de choses comme ça. Il peut y avoir des gens qui n'étaient pas inscrits à l'école avant, qui le sont maintenant. On embarque dans toutes sortes de choses, puis sans rentrer dans nécessairement le pourquoi du comment de chaque cas. On voulait quand même faire un certain tour et regarder les principaux changements qui ont affecté les différentes équipes. Tristan, Denzel, vous avez fait vos devoirs là-dessus, regardez un petit peu justement quelles sont les équipes ou quels sont les joueurs là, justement qui sont venus s'intégrer ou qui ont quitté certaines équipes, là, ceux qui sont les plus importants. Tristan, je vais commencer avec toi. Du côté d'André Laurando, il y a un certain Zachary Paulus qui a quitté l'équipe pendant la période des fêtes. Là, et il évolue maintenant dans le Junior 3A du côté de Princeville. C'est quand même une perte importante en sachant que Zachary était capable d'amener une certaine physicalité dans le jeu du boomerang, était capable d'amener une touche offensive, mais le boomerang a tout de même fait l'acquisition ou a ajouté, devrais-je dire, 2 joueurs là, dans son équipe, enfin un gardien de but en provenance du Collège français de Longueuil, soit Alexandre Bellemare, qui évoluait du côté de Thetford l'année passée. Et le Boomerang a également ajouté le Maxime Rouleau, qui évoluait du côté de Longueuil dans le Junior 3A. Maxime qui va amener une touche offensive, qui va jouer des minutes importantes, disons-le comme ça. Donc, je pense que du côté du Boomerang, il y a un peu plus de profondeur à l'attaque. Il y a déjà une très bonne profondeur en défensive. Et puis, un troisième gardien de but, là, ça ne fait jamais de tort, en sachant que des fois, tu veux donner des soirées de congé à des gardiens ou un gardien se blesse à un tel endroit, puis que ça se détériore ou des facteurs de la sorte. Là. Donc, le Boomerang a ajouté un petit peu de profondeur, a perdu un joueur. Il faut savoir comment les résultats vont cheminer d'ici la fin de l'année. Là.
Ah, tu mentionnes justement au niveau d'un troisième gardien, avec ce qui est arrivé avec Olivier Bacon, justement, je pense que l'exemple était là. Ça a fait en sorte que Matty Stacy a vu peut-être un peu plus d'action que ce qui était prévu. Donc, effectivement, avoir un troisième ne sera pas de trop, assurément. Denzel, tu as aussi regardé, là, savoir qu'est-ce qui se passait un peu partout dans la Ligue, regarder là, quel joueur, quel nom sont à retenir parmi ceux qui ont quitté, ceux qui sont arrivés. Exactement, plusieurs arrivées dans la ligue, mais pour moi, un ajout de taille dans le circuit, c'est Guillaume Filion du côté de Tedford, l'ancien défenseur des Huskies de Rwanda qui avait débuté la campagne dans la LHGMQ, va se retrouver avec les Filons pour conclure la fin de la saison. Puis déjà qu'on avait une défensive vraiment bien établie, très complète, amener un joueur comme Filion qui va jouer des grosses minutes pour la formation de Martin Bernard, ça vient ajouter un plus à cette défensive qui compte déjà des joueurs de qualité puis surtout de l'expérience. Avoir un Filion qui va pouvoir compléter des Dufour, des Chapdelaine, des UP, des Simon-Olivier Mainville, je pense qu'on ne peut pas demander mieux du côté des Filons. Puis par la suite, il y a plusieurs départs aussi. Il faut le mentionner, des joueurs de qualité comme Émile Dubois qui a été promu dans la LHGMQ avec les Olympiques de Gatineau. C'était le meneur au niveau des défenseurs, au niveau de la production des points. Pour Dubois, c'était un défenseur de 17 ans qui occupait un grand rôle chez les Rebelles maintenant. Il a été promu, j'ai eu la chance de le voir au centre Slush Poppy avec les Olympiques, puis il se débrouille très très bien pour l'instant. Donc déjà, on voit que la Ligue collégiale permet à des joueurs d'évoluer au prochain niveau et que les équipes de la GMQ font confiance au programme qu'on a au niveau collégial pour permettre à ces joueurs de se développer. Le départ de Cournoyer à Trois-Rivières, ça va être une grosse perte pour la formation de Vincent Dumont, mais je pense qu'on va être en mesure de connaître du succès. On a quand même eu l'ajout d'un Jérémy Tessier devant le filet qui a bien fait à son premier départ. Une première victoire va compléter un duo avec son acolyte devant le filet. Puis ça va toujours être un excellent duo de gardiens. Donc, pour moi, à ce niveau-là, je pense que c'est les principaux arrivées et départs dans la Ligue de mon côté. Et on a vu aussi l'ajout là, de Sébastien Côté du côté de Saint-Laurent. Il jouait au niveau M18-3 à titre de défenseur de 17 ans du côté des Vikings. Il est maintenant avec la formation de Tim Archambault. Donc, ça va amener un défenseur de plus. Puis, il y a aussi deux joueurs là, qui se sont ajoutés du côté des Griffons de l'Outaouais, Alexandre Clocher puis Félix Gué. Donc, un peu de mouvement de personnel à gauche et à droite dans le circuit, comme à chaque année. Maintenant, ça reste à voir qui seront en mesure là, de montrer leur lettre de noblesse d'ici la fin de l'année. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont de la profondeur, qui ont tous les éléments pour faire en sorte que ça fonctionne. Maintenant, seront-ils en mesure de passer au prochain niveau? Ça va être une autre question, là. Justement, quelle équipe, d'après vous, est le plus, en tout cas, profite le plus de ces changements? Est-ce que justement les Filons, avec l'ajout d'un solide défenseur versus Sorel qui en perd un, par exemple, puis deux équipes là, qui sont en train de se battre littéralement pour le sommet du classement, même si visiblement Sorel, pas trop de problèmes, mais il reste que est-ce qu'à long terme, là, on voit vraiment les Filons peut-être établir quelque chose d'encore plus solide, d'encore plus fort, là, parce que clairement, c'était l'équipe de la première moitié de saison. Pas par trois longueurs, là, mais ça restait la meilleure équipe de la première moitié de saison. Là, rajouter un joueur de ce niveau-là encore avec eux. Est-ce que, sincèrement, est-ce qu'on peut voir ça comme vraiment là, aller disons, rajouter la pièce là, qui pouvait peut-être manquer, puis s'assurer de continuer parce qu'évidemment, il reste encore beaucoup de hockey à jouer, là, mais s'assurer de continuer dans la même voie, puis se positionner vraiment comme favori avant les éliminatoires. Honnêtement, moi, je pense que le top 4, là, ben, en fait, les quatre équipes qu'on avait situées là, dans le haut du classement, donc Tedford, Sorel, Champlain, Saint-Laurent et André Laurando sont vraiment les quatre équipes favorites, selon moi. Il ne faut quand même pas prendre à la légère les Janois d'Alma. Par contre, j'ai l'impression que l'inexpérience peut-être des Janois pourrait leur faire mal en seconde moitié de saison. On sait qu'ils ont très peu de joueurs là, expérimentés dans la ligue. Donc, ça pourrait leur mettre un petit peu de bâton dans les roues.
Mais néanmoins, là, c'est quand même une très bonne équipe. Pascal Hudon a de l'expérience avec son adjoint Jean-François Doré aussi. Donc, mais Sorel, Tedford, là, ce sont vraiment deux puissances, là. Puis, dans le cas de Champlain-Saint-Laurent, j'ai hâte de voir. Parce que là, bon, on sait que Benjamin Chabot a eu un appel des Olympiques de Gatineau. Ira-t-il à Gatineau ou n'ira-t-il pas à Gatineau? J'ai hâte de voir la suite des choses pour lui. Ça ne sera pas évident, là, parce que avenant le cas que Chabot se retrouve dans une position d'inconfort, ça pourrait nuire à son équipe parce que c'est lui qui est le meilleur pointeur de l'équipe et le meilleur pointeur du circuit actuellement. Donc, je me pose un peu des questions là-dessus. Ça reste que Pierre-Cédric Labrie a de l'expérience. Il va savoir comment mener son équipe à bon port. J'ai certains points d'interrogation par rapport à cette équipe-là, mais ça n'enlève rien à leur talent puis à leur manière de jouer, là. Mais ça reste qu'un Chabot qui quitterait, veut pas. C'est plus qu'un pilier, là, on l'a dit, premier marqueur de la Ligue. C'est ça. Ça n'a pas le choix d'ébranler un peu la structure, appelons-le de même. Mais la bonne nouvelle du côté de Saint-Laurent, c'est que oui, si Chabot produit un peu moins, on peut compter sur d'autres joueurs qui sont en mesure de s'illustrer offensivement. Puis on l'a vu dans les matchs depuis le début de cette nouvelle année. En plus d'avoir ajouté Tristan Giroux, là, lui qui provient du Phoenix de Sherbrooke, il a déjà une trentaine de matchs d'expérience dans le circuit de Cecchini. Je pense que d'avoir un Giroux qui a déjà 5 points à ses 4 premières parties au collégial, je pense que ça va venir ajouter à cette force de frappe qu'on a à l'attaque, puis on peut marquer sur plusieurs différents trios. Donc, nécessairement, Chabot ne doit pas avoir toute cette pression de marquer des buts parce qu'on est très bien lancé offensivement. Et je suis sûr qu'on va être en mesure de bien canaliser les troupes. On a joué un match émotif hier face à Sorel-Tracy au Colisée Cardin. Ça s'est rendu dans les toutes dernières rondes de tir de barrage. On a assisté à un excellent duel à haute intensité. Mais St. Lawrence devrait s'en sortir, mais c'est sûr qu'un Chabot à pleine énergie, je pense que ça ne peut pas faire de tort à cette formation. Absolument, absolument. Puis tu fais bien de parler du match entre Sorel et St. Lawrence. 12e ronde de tir au but pour départager. C'est Justin Mongeau qui est allé marquer. Mais on va s'entendre à un moment donné. J'imagine qu'on avait hâte de marquer chaque barre. Parce qu'en réalité, c'est pas parce qu'il se marquait beaucoup de buts, c'est que ça entrait tout simplement pas. Donc, on devait se demander si on allait être capable de déjouer un des deux gardiens de but. Ça, intéressant parce que c'est deux équipes qu'on pourrait retrouver très loin en éliminatoire, possiblement même en finale, une contre l'autre. Donc, on a eu le droit à un beau match là, de ce côté-là, d'une belle confrontation. Absolument. On parlait justement, je veux revenir sur les Rebelles. Je pense qu'on n'a pas le choix. Les 4 derniers matchs, en fait, ils ont joué 5 matchs depuis le retour des fêtes, là, mais les 4 derniers en particulier, Léo Saint-Michel, Donovan Côté, c'est 9 points chacun dans ces 4 matchs-là. Ensuite, Chad Prebzel, 8 points dans ces 4 matchs-là. Clairement, on frappe fort du côté de Sorel. Oui, on est rendu égal en termes de points avec Tedford. 3 matchs en main pour Tedford, mais ça reste qu'on les a gagnés, ces matchs-là, on s'est rendu jusque-là. Est-ce qu'en fait, on est rendu à une équipe, tu parlais du top 4, tu mettais André Laurando, mais j'ai l'impression, on dirait qu'il y a 3 équipes qui ont le goût de décrocher là, puis de partir plus en avant. Je ne sais pas si tu vois André Laurando les suivre, mais j'ai l'impression que Sorel, Tedford et Champlain-Saint-Laurent on dirait ont envie de partir en trio de tête là, pour le moment. Puis ça va être André Laurando de les suivre. Bref, je ne sais pas si vous voyez ça comme moi. Est-ce qu'André Laurando, justement, va se maintenir dans ce top 4-là ou s'il va avoir un top 3 puis le reste après? Historiquement parlant, André Laurando a toujours été parmi les très bonnes équipes après Noël. Selon la structure d'Alexandre Ardenneau, la progression des joueurs, sa manière d'enseigner, d'utiliser son équipe, etc., pour plein de facteurs, André Laurando a toujours été parmi les meilleures équipes après Noël. Et il ne faut pas l'oublier, là, la plus grosse bataille dans cette ligue-là, puis j'en parle à plein de monde quand je me promène d'un aréna à un autre,
c'est la bataille pour rester dans le top 4 de la Ligue. Mm-hmm. Et non le top 3. Parce que pour les places en séries éliminatoires, c'est le 4. Il faut que tu te retrouves dans le top 4. Puis après ça, ben, c'est les rondes huitièmes de finale. Puis parlez-en aux Rebelles de Sorel-Tracy l'année passée. Ils n'ont pas survécu à la ronde huitième de finale. Là. Donc, tu sais, tu ne veux pas te retrouver en dehors du top 4. Si tu te retrouves dans le top 4, bravo, tu as une semaine de bail, tu as une semaine de congé, les joueurs peuvent soigner les bobos, etc., etc. Donc, je ne vois pas de problème là. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que c'est le top 4 qu'il faut viser. Mais j'ai l'impression que là, il y a 3 équipes qui sont en train de se. Comment je pourrais dire? Puis il reste encore beaucoup de hockey, je vais le dire souvent, je vais le dire tout le temps, mais ça reste que on a l'impression que 3 équipes là, qui sont en train d'essayer de. Comment je pourrais dire? S'assurer, se garantir cette position-là dans le top 4, puis il va rester une bataille entre Alma, André Laurando, puis la flèche potentielle là, qui. En tout cas, c'est comme ça que ça semble vouloir se destiner. J'ai l'impression, pour cette fameuse 4e place-là, il va y avoir de l'énergie probablement qui va se dépenser de ce côté-là pour aller s'en assurer. Probablement. Mais je pense que de ce que j'ai vu de l'équipe, ça a été un match difficile contre Sorel, contre les Griffons aussi. Ça n'a pas été une victoire facile, beaucoup de tirs accordés. Mais je pense que plus que la saison va aller, plus que ça va progresser, j'ai l'impression que le Boomerang, là, de par son expérience, de par certains joueurs de haute qualité qui maintiennent un certain niveau de constance, je pense qu'André Laurando là, va être capable de demeurer dans le top 4 d'ici la fin de l'année. Du moins, c'est ce que je pense. Vois-tu la même chose, Denzel? Honnêtement, quand je regarde le tableau en ce moment, je pense qu'André Laurando est certainement l'équipe qui devrait être en mesure d'aller chercher cette 4e et dernière place, donnant accès à se laisser passer pour la première ronde. Puis je pense que ça a quand même une grosse importance. Maintenant, on l'a vu l'année passée, les 4 équipes qui étaient dans le haut du classement à la fin de la saison s'étaient retrouvées en demi-finale. Puis je pense qu'il y a une importance qu'il faut aussi accorder à aller chercher la plus haute position possible parce que ces matchs-là de demi-finale s'étaient rendus jusqu'à la limite. On avait eu droit à un avantage de la glace lors du match numéro 5. Puis, je pense que ça a une certaine importance dans la ligue collégiale. Maintenant, ça sera André Laurando de vraiment jouer du bon hockey pour finir la saison. On a les éléments en place, on a un beau système, on vante le processus qu'entreprend Alexandre Dandenault depuis le début de la campagne, mais il ne faudra pas sous-estimer Alma, la flèche qui joue aussi de l'excellent hockey. Je pense qu'on va assister à une chaude lutte là, pour cette 4e position et je pense que Lennoxville aussi peut venir s'ajuster à la fête. On n'a pas connu la défaite en temps régulier depuis le 17 novembre 2023. Donc, je pense qu'on va assister à du hockey quand même intéressant. Puis, cette 4e position va être très intéressante à suivre, tout comme les autres positions du classement. Mais pour moi, je pense que André Laurando a un certain pas d'avance, mais il ne faudra pas sous-estimer les autres équipes. Et quand on regarde le nombre de matchs aussi, il ne faut pas oublier, les Rebelles forment l'équipe avec le plus de matchs joués depuis le début de l'année. Le Boomerang a 2 matchs en main là, par rapport aux Janois d'Alma. A le même nombre de matchs que Champlain-Saint-Laurent. Ouais, c'est ça. Donc, 3 matchs en main, là, un match de plus, que Tedford. Donc, tu sais, ça va quand même se replacer au niveau du calendrier. Après ça, moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est la bataille des bris d'égalité. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais quand tu perds des matchs à 2 reprises contre la même équipe, c'est là que les petits points qui manquent à la fin de l'année vont faire mal. Alors, tu sais, le Boomerang va affronter les Dragons du Collège de la Flèche en fin de semaine, affrontera les Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy. C'est 1-1 dans le prix d'égalité contre les Rebelles, là. Donc, c'est clair que le rendez-vous de dimanche au Colisée Cardin, ça va être un des matchs les plus importants de l'année. Mais comme dirait Alexandre Dandenault, tous les matchs sont importants d'ici la fin de l'année. Peu importe c'est contre qui, là, ça n'existe pas des matchs de 4 points. Tous les matchs sont importants. Ben, c'est intéressant parce que c'est vrai que de la façon dont c'est structuré, tous les matchs sont importants du fait que, oui, tu as un top 4 qui, lui, passe directement au 2e tour. Mais après ça, tu as le 5-8 qui est important parce que tu as l'avantage de la glace pour le premier tour. Donc, si tu finis 8e, tu as l'avantage de la glace au premier tour. Fait que, ça aussi, ça vient
pas mêler les cartes, mais ça vient rajouter un élément d'intérêt, à savoir que les batailles, comme là, il y a Lennox, Sainte-Foy, Saint-Hyacinthe, Lionel Group, puis assurément Outaouais, parce qu'ils ont joué moins de matchs, même s'ils sont derrière, ça prendrait 2 victoires collées, puis bang, on rattrape tout le monde. Fait qu'il y a un élément là-dedans où est-ce que les batailles sont partout et sont constantes dans cette ligue-là. Puis je veux pas non plus enlever la bataille pour la dernière place pour accéder aux séries. Les Patriotes, champions en titre, qui se ramassent dans une bataille rangée avec les gaillards de la BTB-Témiscamingue, qui ont pas mal fait, en tout cas dans leur deuxième match contre la Flèche en fin de semaine. Le premier, bon, ils ont perdu 2-0, mais ils ont tiré 12-13 fois maximum. On peut dire qu'il avait été, disons, bien contenu, disons-le comme ça. Mais dans le deuxième match, on eu le dessus au niveau des tirs. On pas joué un mauvais match du tout. Donc, bon, ça va être intéressant de voir ce que les gaillards vont être capables de faire d'ici la fin, parce que ça ne prend pas grand-chose avec des calendriers comme ça ou des performances comme celle-là. Ça prend 1-2 victoires, puis boum, on vient de prendre une avance qui est difficile à aller chercher pour les autres. Les victoires sont tellement rares pour ces deux équipes-là. Oui. Puis, tu sais, c'est intéressant la bataille de 5-8 parce que quand tu te retrouves dans la ronde de huitième de finale, tu as moins d'entraînement, tu as moins de temps de repos, etc., pour la ronde quart de finale. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, les gens le savent à peu près pas parce qu'ils ne sont pas dans l'administratif. Ils ne sont pas dans les bureaux pour gérer les horaires des matchs. Et pour la ronde de huitième de finale, tu as jusqu'à une certaine date pour régler ta série 2 de 3. Ça se peut que tu joues 3 matchs en 4 soirs. Fait que, tu sais, c'est ça qui est important, là, dans le sens où est-ce que tu veux avoir le dernier changement, tu veux gagner à domicile, tu veux aller chercher cette série-là, mais le temps est tellement limité pour les rondes de huitième de finale, là. Non, effectivement, c'est un très bon point. Comme tu dis, on ne pense pas à ces détails-là, mais c'est des petites choses comme ça que tu le sais, la fatigue embarque, ces choses-là. Fait que si tu peux aller chercher des micro-avantages ici et là, ben faut que tu puisses en profiter. C'est un fait. Donc, effectivement, donc des batailles qui vont se mener à plein un peu partout. D'ailleurs, dernièrement, bon, j'ai parlé tantôt des rebelles de Sorel-Tracy qui performent en ce moment. Mm-hmm. Quelles équipes en ce moment, début 2024, vous marquent, là, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des matchs en particulier qui vous ont intéressé, qui ont donné des résultats, soit que vous attendiez pas ou qui vous ont marqué? Denzel, je te laisse aller je te laisse nous commencer ça. De mon côté, j'en avais glissé un mot un peu plus tôt, mais c'est les Cougars du Collège Champlain-Lennoxville. On est sur une séquence de 6 victoires à nos 7 dernières parties. On vient de remporter un match en début d'année très important contre Sorel-Tracy par la marque de 3-0. C'est 49 tirs qu'on a accordés dans cette victoire-là, mais on trouve quand même une manière à chaque soir, aller chercher de l'énergie. On peut aussi compter sur le retour de Charles Poirier. Ça a été un élément très important des dernières éditions de Lennoxville dans les dernières années. Puis il fait son retour après un passage avec le National de Rockland. J'ai eu la chance de les voir à Gatineau face aux Griffons. Puis c'est une équipe qui est très complète. On joue de manière structurée. Puis je pense que le travail que fait Dominique Desmarais dans les derniers mois est récompensé parce que quand on regarde la fiche de Lennoxville en ce moment, c'est 12 victoires, mais on est allé chercher la moitié de nos victoires dans les 7 derniers matchs. Donc, il y a quand même quelque chose d'exceptionnel qui se passe du côté de Lennoxville. Donc, il ne faudra pas sous-estimer cette formation-là qui peut compter sur plusieurs vétérans. Puis, c'est eux qui, en ce moment, sont en mesure d'amener l'équipe à cet autre niveau. Donc, pour moi, ça va être une équipe qu'il faudra surveiller durant cette deuxième moitié de calendrier parce qu'ils vont pouvoir venir jouer des vilains tours aux équipes de haut classement comme ils ont fait face à Sorel-Tracy. Très bon point, très bon point. Moi, de mon côté, c'est vraiment les filons de Thetford. Pour vrai, là, plus je vois cette équipe aller là, plus je les vois en finale. C'est drôle parce que, bon, il y a à peine une semaine et demie, j'étais du côté de Lake Placid pour un tournoi avec la Division 2 du Boomerang. D'ailleurs, l'équipe s'est rendue jusqu'en finale et ça a malheureusement été vaincu par un but Michigan en troisième période sur le but gagnant, là, pour vous dire combien que c'était un petit peu crève-cœur, mais bref, longue histoire courte. Sur place, j'ai croisé Alain Rajotte parce que l'équipe féminine Division 2 de Thetford participait là, au tournoi à Northwood dans la division féminine.
Alain Rajot, qui est responsable des sports à Thetford. Exact. Puis Alain, justement, me disait comme quoi que son équipe était vraiment à maturité. C'est vraiment, quand on parle de nombre de matchs d'expérience joués dans la Ligue, quand on parle de moyenne d'âge, quand on parle d'intelligence du jeu, etc., les filons du cégep de Thetford sont rendus là. Ils sont rendus à une apogée où est-ce qu'ils doivent gagner avec le groupe de joueurs qu'ils ont parce qu'ils savent que ça ne va probablement pas se reproduire, le groupe de joueurs qu'ils ont actuellement là, pour le prochain cycle. Alors, tu sais, j'ai hâte de voir comment ils vont aller. Manqueront-ils d'énergie en fin d'année puisqu'ils vont en avoir dépensé beaucoup en ayant gagné beaucoup de matchs, en s'imposant très rapidement dans la saison? J'ai hâte de voir parce que, tu sais, quand on parle de saison régulière de hockey, on parle beaucoup d'un marathon. Faut que tu survives aux 42 km. Faut pas lâcher à la 32e. Alors, j'ai vraiment hâte de voir comment que les Filons vont s'imposer en seconde moitié d'année. Là. Non, c'est un bon point. Puis moi, ce qui m'allume beaucoup des Filons, tu parles de l'énergie qu'ils mettent, mais ils marquent beaucoup de buts en avantage numérique, encore pas beaucoup en désavantage. Ils trouvent le moyen d'avoir un match où à 5 contre 5, ils peuvent se battre, puis à la limite gagner avec c'est pas nécessairement ce qu'ils font, mais gagner avec les unités spéciales. Donc, à la limite, le talent est là, puis les capacités sont là pour ne pas être obligé de constamment forcer ou jouer un jeu qui est à la limite de ce qu'ils sont capables d'offrir. Je vais prendre l'exemple d'un Laflèche, par exemple, qui est extrêmement solide, extrêmement structuré, mais Laflèche a besoin d'être à ce niveau-là constamment, à son maximum, pour aller se battre contre tout le monde. Peut-être que les Filons n'ont pas toujours besoin de ça. Puis ça, ben là, ça va être le travail de messieurs les entraîneurs Martin Bernard, Stéphane Fiset, d'apprendre à leurs joueurs à gérer cette énergie-là. Je pense qu'ils ont les bons hommes pour leur montrer comment être efficace malgré le fait qu'on n'est pas en train d'exploser sans arrêt. Puis ça, c'est un bon point, ça va être intéressant parce qu'on l'oublie souvent. Le talent, c'est une chose, mais avec quel genre de forme physique on arrive en séries éliminatoires, gros impact à la fin. Puis, tu sais, je regarde la fiche des Filons, là. Oui, c'est 3 victoires, 2 victoires, sur 3 depuis 2024. Il y a une défaite en tir de barrage, il y a une victoire en prolongation, puis il y a une victoire que ça s'est soldé au compte de 3-1 contre les Nordiques du Collège Lionel Groulx. Donc, les écarts se sont vraiment resserrés dans les matchs pour les Filons. J'ai vraiment hâte là, de voir qu'est-ce que ça va donner entre Thetford et les grosses équipes. Là. Quand on parle d'André Laurando qui va vouloir gagner sa bataille de prix d'égalité contre les Filons, quand on parle des autres équipes qui sont en train de s'améliorer puis qui sont en train d'avancer dans leur processus, j'ai vraiment hâte de voir ça. Il y a une chose est certaine, les Filons, là, c'est une machine de hockey depuis le début de l'année. Puis ils ont toute une machine devant les buts en Tyler Medina. D'ailleurs, je vous partage que Tyler Medina sera en entrevue en toute fin d'émission. J'ai Tyler Medina en entrevue avec nous, avec moi pour la section de l'entrevue de la semaine. Fait que je pense que j'invite tous ceux qui écoutent ce segment actuellement de rester jusqu'à la fin parce qu'après, quand on a fini avec Tristan et Denzel, on va avoir l'entrevue avec Tyler Medina, un parcours assez spécial. D'un joueur qui marque littéralement la saison 23-24 jusqu'à maintenant dans le collégial Division 1. On termine ça en se préparant pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, quel match on veut suivre? Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Je le sais qu'évidemment, on a nos fameuses équipes, là, Sorel-Tracy, l'équipe sans nom derrière le dos, face à André Laurando dimanche prochain. Ouais. Donc, j'imagine que ça va faire partie de ce qui va être surveillé étroitement par M. Tristan Mac. Absolument. Puis, tu parles des chandails sans nom, puis je ne veux pas faire d'éditorial du jour par rapport à ça, mais je me dois de poser la question tout de même, pourquoi n'y a-t-il pas de nom sur le chandail dans le dos des Rebelles cette année, alors que dans les 13 dernières années de la Ligue, il y en a toujours eu un nom en arrière du chandail. Je me pose la question parce que, tu sais, c'est une équipe originale de la Ligue collégiale depuis le jour 1 en 2009.
c'est une organisation qui fait les choses à leur manière, puis que ça fonctionne, puis qui sont en mesure de bien faire les choses. Et c'est la seule équipe dans le circuit à ne pas avoir de nom dans le dos, dans une ligue provinciale, dans une ligue collégiale. Tu sais, en tout cas, je me pose des questions suspectes par rapport à ça. Ça se peut que ça soit côté financier à l'interne parce qu'ils ont célébré les 50 ans de leur équipe et qu'ils ont dû sortir des nouveaux chandails. Bref, je ne sais pas, je ne suis pas dans les coulisses des Rebelles, mais tout le monde se pose la question, puis ça ne me dérange pas d'amener cette question-là. Mais côté hockey, je pense que ça va être un des meilleurs matchs de la fin de semaine. Absolument, absolument. Denzel, 2 affrontements pour Outaouais à Alma. On entrevoit ça comment, tu penses? Je pense que c'est un voyage qui est important pour l'équipe. On n'a pas encore connu la victoire depuis l'année 2024, donc ça va permettre à la formation de Maxime Villeneuve-Ménard de se regrouper sur la route. On sait que c'est un long voyage, un gros programme double face à Alma, mais historiquement, Outaouais a toujours eu du succès au centre sportif Mario Tremblay. Donc, je m'attends quand même à ce que les Griffons donnent une bonne opposition à la formation de Pascal Hudon. Sinon, l'autre match que je surveille, c'est le match des 2 équipes de Québec, St. Lawrence contre Sainte-Foy, toujours des matchs avec beaucoup de buts, devraient assister à des duels intéressants, étant donné qu'il y a beaucoup de joueurs qui proviennent des mêmes structures hockey au niveau scolaire, au secondaire ou bien dans le circuit M18-3. Donc, il y a toujours des duels intéressants de ces 2 formations. Donc, est-ce que ça devrait amener plus de gentilhommerie ou plus de rivalité? Ça, on ne le sait pas. Ça, on le sait pas. Ça, on ne le dit pas encore. Rivalité. Mais c'est une rivalité naturelle que j'aime toujours suivre. Cette année, ça va être très intéressant, surtout avec les différents ajouts que fait Sainte-Foy durant la pause sans des fêtes. Puis j'ai hâte de voir aussi le match Champlain-Lennoxville contre Thetford vendredi soir. Ça, je pense que ça va être un duel à surveiller. On sait combien que les filons sont excellents depuis le début de l'année. Et Denzel en a mis le doigt sur le bobo du côté de Lennox. Là. C'est une équipe qui s'est renforcée et qui s'améliore de match en match. J'ai hâte de voir la suite pour eux, là, parce que ça va être des chaudes batailles jusqu'à la fin de l'année. Absolument. Puis Champlain-Lennox a une grosse fin de semaine parce que oui, Thetford, mais le lendemain, c'est Champlain-Saint-Laurent. Donc, ça va être intéressant pour eux. S'ils sont pour être pour vrai, disons qu'on a une belle occasion de le prouver. Puis, tu sais, quand les entraîneurs disent que c'est des matchs baromètres, des matchs d'unité de mesure pour se comparer par rapport aux meilleurs équipes dans le circuit, c'est exactement ce type de fin de semaine-là pour Champlain-Lennoxville. Parce que s'il faut que l'équipe de Dominique Desmarais remporte ces 2 matchs en fin de semaine, il faudra probablement les considérer pour le top 5 de la Ligue et peut-être même le top 4. Là. Bien, assurément qu'ils vont lancer un sérieux message s'ils réussissent ce tour de force. Donc, ça va être absolument à surveiller. Grosse fin de semaine. On reprend l'action, mais vraiment, là, on prend ça à bras-le-corps parce qu'à partir de cette semaine, mais évidemment, à chaque semaine, on se retrouve comme on l'a fait à l'automne. Messieurs, Tristan Mac, Denzel Carigueya, merci d'avoir été là. Et bien hâte de vous retrouver chaque semaine comme ça jusqu'à la toute fin. Parce que là, on a encore beaucoup de hockey. Ça sera l'avantage du hockey collégial, c'est que ça sera loin. Fait qu'on a, on a encore beaucoup de hockey à jaser. Jusqu'au mois d'avril minimum. Exact. 100%. Toujours un plaisir. Salut les gars, merci encore. Salut. Cette semaine, on a une entrevue de la semaine et pour compléter notre bloc de l'édition hockey, je reçois une entrevue, le gardien des Filons de Thetford, Tyler Medina. Salut Tyler. Salut, ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Ben oui. Good. Hey, je suis vraiment content de te recevoir. Tyler, tu connais une saison fantastique avec ton équipe. Ton équipe au complet connaît une super saison. On en parlera. Je te reçois en entrevue parce que les habitués du podcast nous ont entendu, Tristan, Denzel, moi, parler de toi, évidemment, à cause de tes performances, mais aussi pour une raison assez particulière. Cette année, on te voit arriver, puis il y a du monde qui se sont dit, mais d'où vient Tyler Medina? Fait que je veux faire avec toi un petit peu ton parcours, qu'on parle un petit peu de comment s'est passée ta carrière de joueur de hockey jusqu'à maintenant,
parce que franchement, au-delà des excellents résultats que tu as quand même un parcours, disons, atypique de joueur de hockey. Fait que, on veut t'entendre parler. Donc, ben Tyler, pour commencer, est-ce que tu as comme bien des kids, tu as commencé à 3, 4, 5 ans à patiner, puis tu as commencé ça comme ça. Comment tu as commencé à jouer au hockey? Est-ce que ça a tout le temps été ton sport? Je te laisse me raconter ça un peu. Oui, ça a tout le temps été mon sport. J'ai commencé à 2 ans et demi à patiner. Au début, j'étais joueur, en fait. Tout le temps, commence à apprendre à patiner, d'où le côté joueur. Puis je pense qu'à l'âge de 10 ans, à tombe, j'ai commencé goaler. Puis première game, je faisais une game joueur, une game goaler. Puis ainsi de suite. Puis après ça, saison prochaine, j'ai tellement aimé être goaler que j'ai changé pour être goaler à temps plein. Puis ça a tout le temps continué comme ça. Puis toi, tu viens de la région de Sherbrooke, si je ne me trompe pas, de l'Estrie, canton de l'Est, whatever, comment on l'appelle. tu es natif de ce coin-là. Fait que donc, tu as joué tout ton hockey mineur dans la région là-bas. Non, en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai un peu voyagé, mais j'ai fait Rivière-du-Loup, Sherbrooke, un peu Québec, à Beauport, j'ai habité là. Fait que j'ai un peu joué. Mais je pourrais dire que à partir de 6e année, PU3, j'ai commencé à Sherbrooke. Là. OK. Puis tu déménageais, tes parents te faisaient déménager, ils changeaient de place ou ben mon père est un peu déménagé, fait que je le suivais un peu. Puis, ouais. Et là, fait que là, tu as joué ton hockey mineur. Est-ce que tu jouais civil? Jouais-tu à l'école secondaire? Comment ça fonctionnait pour toi? En fait, j'ai commencé PU3, c'était avec le triolet, les enfants du triolet. Fait que c'était un peu avec l'école. Puis après ça, j'ai tout le temps joué avec le triolet PU3, Bantam 3. Puis tout le temps avec le triolet. Je pense qu'il y a une saison que je suis parti sur l'Art 3. Je suis parti à Rivière-du-Loup jouer pour l'Océanique. Les Albatros maintenant, du Collège Notre-Dame. Et dans tout ce parcours-là, qu'est-ce qui t'a amené vers le collégial D1 comme ça? Je sais qu'il y a eu un trou, là, les gens qui fouinent sur Elite Prospect notamment, regardent ça et disent « OK, il y a un petit 2-3 ans, on dirait qu'il est nulle part, Tyler. » Où étais-tu? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu jouais au hockey? Tu ne jouais pas au hockey? Je connais un peu la réponse, mais pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, là, je te laisse nous raconter un petit peu ton parcours là, qui t'a fait arrêter, disons, le hockey structuré de la façon dont on le voit, c'est-à-dire de passer d'une équipe à une autre. Le fameux petit trou là, qu'on voit qui t'a amené jusqu'au filon. Raconte-nous un petit peu ça. En fait, Bantam 3, justement, j'étais à Rivière-du-Loup. Puis il y a eu la COVID. La COVID m'a fait un peu arrêter le hockey. J'ai arrêté pendant 2 ans. Je pense que j'ai recommencé avec mes amis qui manquaient un goaler. Fait que j'ai commencé l'année passée junior A avec mes amis. Puis ça m'a redonné comme la flamme. Justement, mon coach de gardien, Olivier Hamel, qui m'a contacté. Puis il m'a dit « Ouais, je connais Thetford, on a besoin d'un gardien. Je vais te mettre en contact avec Martin. Est-ce que tu serais intéressé? » Puis j'ai dit oui tout de suite. Là. C'est sûr qu'au début, j'étais hésitant parce que je me disais, je suis peut-être pas de calibre. Ça fait quand même longtemps que je n'ai pas joué. Puis finalement, ça a bien été au camp. Puis là, je suis très heureux d'être à Thetford. Pendant la COVID, la fameuse COVID qui a donc affecté un paquet de monde, puis évidemment, surtout les jeunes de la catégorie de l'âge que tu es, ça a affecté pas mal. J'ai des enfants de ton âge, fait que je sais comment ça peut les avoir affectés. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi d'arrêter? C'est tout simplement un manque de motivation? Qu'est-ce qui a fait en sorte que, de joueurs de hockey qui aiment ça, puis c'est son sport, j'arrête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché ça en particulier? Je pense que d'un, l'école, moi puis l'école, c'est pas mon meilleur ami, mettons, si je peux dire ça. Puis après ça, à Rivière-du-Loup, j'étais quand même jeune, j'étais loin de mes parents, j'étais en pension là-bas. Fait que revenir à la COVID, à temps plein chez mes parents, puis je pense que j'étais bien. J'étais comme dans ma zone de confort. Puis quand l'école, quand la COVID a comme arrêté, le hockey a comme pris un peu de côté. Puis là, je me disais tout le temps dans ma tête, je regrettais un peu, mais là, les choses sont faites. Puis finalement, j'ai comme eu ma deuxième chance, puis je suis très content. Là, Junior A, c'était ça, c'était des chums avec qui t'étais qui sont tout simplement dit viens gauler avec nous autres ou dans le fond, il manquait un goaler, puis s'il ne trouvait pas de goaler, il n'y avait pas d'équipe. Fait que c'était mes amis, ils m'ont dit hey Ty,
on a besoin d'un goaler. Je sais que tu joues plus, mais ça te tente-tu juste jouer avec nous autres? Puis ça m'a redonné la passion, je pense. Ça a été une année incroyable, même si c'était junior A, c'était vraiment le fun. Le calibre, justement, junior A, est-ce que c'était un bon tremplin pour toi de te revenir dedans? Est-ce que tu avais la même appréhension? Je vais avoir de la misère à suivre parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas joué. Comment tu le voyais, ce retour-là? Ben, ce retour-là, au début, je me disais, ouais, ça va être difficile, je suis pas en shape. Peu importe le calibre, c'est sûr qu'il faut être un peu en shape. Puis, non, ça a bien été. C'est sûr que c'est beaucoup moins sérieux, là, moins de préparation avant la game. Puis, je pense qu'on arrivait là pour le fun. Fait que c'était tout le temps amitié, c'était tout le temps vraiment smart, là, les games. Là. Puis, la fameuse, justement, se remettre en shape, travailler là-dessus. Comment ça a été pour toi? Parce que veux pas, un gardien de but, tu peux pas vraiment te cacher, façon de parler, quand la puck est rendue vers toi. Faut que tu sois prêt. Quand les retours sont là, il faut que tu sois prêt. Fait reprendre cette forme-là, est-ce que c'était naturel pour toi? Tu te gardais-tu pareil en forme ou en faisant des activités autres ou en t'entraînant, je sais pas? Ou non, il a fallu que tu vraiment reprennes de zéro pratiquement. Comment ça a été? Ben, c'est sûr que je m'entraînais pas pendant, mettons, mon arrêt de hockey, mais je bougeais quand même, là, je faisais un peu de sport, puis des fois, je jouais avec mon père dans la ligue de garage. Mais c'est vraiment quand Tedford m'a empli, là, j'ai comme mis les bouchées doubles, là, puis j'ai commencé un peu à m'entraîner, puis là, j'ai retrouvé un peu la shape. Qu'est-ce que, justement, là, la décision qui a fait en sorte que le fun de jouer au hockey revient, c'est cool. Mais c'est de revenir aussi en allant à l'école. Tu l'as dit, l'école, c'est pas nécessairement mon ami. Tu aurais pu décider d'aller jouer dans un calibre ou à un niveau civil puis dire, ben garde, moi, l'école, c'est correct, je travaille on the side puis je joue au hockey. Ou pourquoi le cégep est devenu une option pour toi? Est-ce que l'élément scolaire, l'élément académique a eu un rôle à jouer dans ta décision ou c'est tout simplement parce que c'était ça l'option que tu avais devant toi? Comment tu as perçu ça? Comment ça fait partie de ta décision? En fait, c'était vraiment. En fait, je m'attendais pas à jouer cette année, là, comme je pensais encore jouer à Junior 2A, comme dans l'autre podcast que vous avez dit. Mais non, Martin m'a appelé, puis il m'a dit si c'était intéressé. Puis ça m'a intéressé. Je pensais pas à l'école vraiment. Là, c'était vraiment le hockey. Puis à l'école, ça va bien, là, ça va vraiment bien. Finalement, quand je me force, c'est sûr que ça l'aide. Je pense que c'est plus ça mon problème. J'étais pas toujours attentif en classe, puis là, au cégep, c'est vraiment. Au début, je pensais que c'était une crainte, mais finalement, ça va vraiment bien. Puis Martin, quand il t'a approché, il a fallu qu'il fasse confiance à Olivier Hamel, à quelque part, dans le sens que, oui, OK, un gars, il n'a pas joué pendant 2 ans, il revient jouer junior A, puis là, moi, j'ai une bonne équipe de hockey, puis j'embarque, il me manque un gardien, je vais le faire entrer. Est-ce que Olivier, il t'a préparé à parler à Martin? Comment ça s'est fait? Est-ce que Olivier qu'il t'avait dit, hey, j'ai l'intention de parler à Martin, ou il avait parlé à Martin Bernard, puis il a dit, c'est Martin qui t'a contacté? Comment ça s'est passé, justement, cet élément-là, cette transition-là vers l'équipe de Tedford? Ben, en fait, c'est vraiment drôle, là, mais moi, je travaillais pendant mes 2 ans, j'étais à temps plein, j'entendais un DEP, puis Oli m'a écrit sur Messenger. Il m'a dit je peux-tu t'appeler? Fait que là, j'ai demandé à mon boss ouais, je peux-tu prendre mon sel? Puis il m'avait dit oui. Fait que là, j'avais répondu à Oli. Puis là, il m'avait expliqué ouais, Tedford cherche un goaler. Je peux te mettre en contact avec Martin? J'ai parlé de toi. Il serait intéressé. Puis après ça, mettons, vous vous arrangez ensemble pour que vous concluez. Puis si ça marche, je vais. Puis fait que c'est comme ça que c'est arrivé. J'étais vraiment à ma job. Puis finalement, comme 2 semaines plus tard, Martin m'a appelé. Puis là, est-ce que t'es à quel moment à ce moment-là? T'es-tu au printemps? T'es-tu l'été? T'es à combien de temps du début de la saison quand tu reçois l'appel de Martin? J'étais à 2 semaines avant le camp. Là. OK. Je suis quand même tôt. Là. Ben, j'étais serré dans le temps. Là. Puis, je vais revenir sur la mise en forme. À ce moment-là, est-ce que tu te sens comme, OK, je suis prêt ou c'est, wow, il faut que je me revienne d'abord, je m'en vais au gym. Comment tu as vu ça? Parce que veux pas, c'est un paquet de choses qui arrivent. Ou est-ce que tu dis, ben, je goal avec des chums, correct, je m'en vais continuer à faire ça, versus, wow, il faut que j'aille faire ma place dans une équipe parce que tu es arrivé au camp. J'imagine qu'il y a beau te dire, il me manque un gardien de but, tu ne peux pas en laisser passer 5 sur 6. Il faut quand même que tu joues. Comment justement, là, tu t'es mis dans le mindset de bon, je m'en vais essayer de faire ma place dans l'équipe?
Ben, en fait, ça m'inquiétait beaucoup au début, là, ma forme physique. Après 2 ans, je n'étais pas sûr de pouvoir suivre, mais c'est sûr qu'au début, comme on dit en québécois, je pompais l'huile un peu, mais sinon, ça a bien été. Je pense que je l'ai repris quand même assez rapidement. Puis je pense qu'après 2-3 semaines, j'étais plus. J'avais retrouvé ma shape, puis ça allait mieux. Là. Puis visiblement. Ouais, vas-y. Mais non, au début, je me suis pas vraiment entraîné, je te dirais, parce qu'au début, j'étais comme un peu sur le choc. Je savais pas trop si j'y allais aller ou pas. Puis finalement, on a décidé ça. Puis ouais. Qu'est-ce qui te faisait hésiter? C'est-tu cette crainte-là que ça allait pas marcher ou c'était le fait de redéménager encore? Parce que c'était une belle opportunité. De l'autre côté, effectivement, ça te faisait changer un petit peu justement tes façons de faire, ta vie de tous les jours. Qu'est-ce qui t'a fait décider, OK, je l'essaye? Ben en fait, je pense que à cause que j'avais retrouvé la flamme, justement, je m'avais dit j'aimerais ça recommencer, peut-être à un peu plus haut niveau, puis voir où ça peut m'amener. Puis comme on dirait que ça avait vraiment tombé dans les mains. C'est pas. D'après moi, j'aurais pas une autre offre comme ça dans ma vie. Là, pour recommencer à jouer au hockey de même. Tu disais on a décidé. Le on, est-ce que c'est toi ou c'est parce que c'est une décision qui s'est prise avec la famille, avec Olivier, avec comment ça justement le process là, dans ta tête, comment tu l'as Ben, le vécu? 11, je parlais plus, mettons, moi et Martin, parce que c'est sûr que je ne pouvais pas décider ça comme ça. Mais non, mon père était tout le temps derrière moi, il m'encourageait, puis il me disait peu importe ta décision, je vais être fier de toi. Puis c'est sûr que lui, il a un petit côté pour le hockey, mais il était très content quand j'ai annoncé que j'allais à Thetford. Là. C'est intéressant quand tu dis, tu sais, pour moi, c'est le hockey, parce que c'est une conversation qu'on a souvent quand on est de l'extérieur. On dit, hey, c'est d'abord des étudiants et des athlètes. Puis c'est vrai, c'est l'affaire la plus importante, mais ça reste que n'importe qui est étudiant athlète puis qui est impliqué à ces niveaux-là, que je considère élite, veut pas, ta carrière de joueur, tu es en train de la faire. C'est une carrière, ça commence pas juste quand tu es pro. Une carrière, c'est pendant que tu joues. Fait que ta carrière à toi, c'est en ce moment, puis c'est là que ta vie, tu peux pas. Justement, le côté sport, puis le côté pour le côté sport, est-ce que tu voyais justement le collégial comme étant le niveau qui était le fun à aller essayer, du sens où tu le voyais comme un défi sportif d'aller là? Au-delà des études qu'il y avait à faire qui venaient avec, mais sportivement parlant, comment tu percevais la Ligue collégiale D1? Ben en fait, c'est quand même bizarre à dire, mais je connaissais pas trop la Ligue. Je connaissais un peu la Ligue, mettons, Thetford, je la connaissais beaucoup parce que j'ai eu beaucoup d'amis de Sherbrooke qui m'en avaient parlé. Puis mais je connaissais pas vraiment le calibre. C'est quand je suis arrivé que là, j'ai vu que le calibre, c'était un très bon calibre quand même. Puis que ça m'avait impressionné. Au début, je me disais, d'après moi, je serais capable de faire l'équipe. Mais finalement, ça a bien été. Là. Et là, tu fais plus que faire l'équipe. Écoute, tes statistiques sont impressionnantes. Meilleur pourcentage d'arrêt, meilleure moyenne de buts accordés. Et tu joues avec une très bonne équipe. Tu as des attaquants de très haut niveau. Franchement, vous avez une très belle formation cette année. À quel point, je comprends que ça peut être dur à répondre, mais à quel point, tu sais, tes coéquipiers te rendent ta vie facile ou tu sens que justement, t'aides tes coéquipiers à gagner, de jouer avec ce groupe-là, comment ils t'ont intégré, comment tu es rentré là-dedans, parce que oui, tu rentrais, bon, tu arrives, personne ne te connaît, tu fais l'équipe, mais tu sais, oui, tu performes bien, mais pour le faire, il faut se sentir bien. Comment ça se passe avec tes coéquipiers, comment c'est rentré? Est-ce que tu as eu senti que tu avais besoin? Il faut que je leur prouve à ces gars-là qui sont déjà à ce niveau-là, il faut que je leur prouve que je ne suis pas comme juste un goaler parce qu'il n'y a personne d'autre. Ou versus, tu as senti tout de suite qu'ils t'ont intégré. Comment tu as vécu ça avec eux? Ben en fait, il y a Mathis Dufour, que j'ai joué avec lui quand j'étais plus jeune, au Harfang, au Triolet. Puis lui, je connaissais. J'avais 2-3 amis aussi dans le club. Puis il y en avait que je jouais contre. Fait qu'ils me connaissaient un petit peu de nom. Mais ils m'ont vraiment beaucoup. En fait, ils m'ont bien intégré. Là, ils me niaisaient tout le temps. Puis c'est sûr que ça me détend un peu quand les gars ils sont plus funny avec toi. Là, mais non, pour vrai, je me sens vraiment bien. Ça a crié tout de suite. Là, les gars ils me niaisaient. Puis c'était vraiment le fun. Fait que je me suis senti en confiance, c'est sûr. Puis c'est sûr que jouer avec une grosse équipe comme ça, c'est le fun. C'est sûr que je dois arrêter la rondelle, mais ils me rendent la vie plus facile que je le pense.
Et là, bon, tu le dis, le calibre de la Ligue est élevé peut-être plus que tu pensais. Est-ce qu'en même temps, tu sens toi-même une progression au sens où ça devient de plus en plus facile ou rapidement, tu as trouvé tes aises parce que c'est beau les résultats, mais dans ta tête, à toi, ce niveau de confiance-là, est-ce que tu sens qu'il grandit ou rapidement tu t'es senti, OK, c'est beau, j'ai saisi le niveau puis je suis capable de gérer ça rapidement, ou si tu sens que tu es encore en apprentissage puis en développement à travers cette ligue-là? Ben, c'est sûr qu'il ne faut jamais être trop confiant, mais non, je pense que je suis tout le temps en apprentissage. De jour en jour, tu apprends. Puis même le calibre, il va tout le temps augmenter, je pense. C'est vraiment une belle ligue. Fait que non, je pense que je suis tout le temps en apprentissage. Puis je pense que la ligue, elle va évoluer de jour en jour. Stéphane Fizet fait partie du groupe d'entraîneurs. À quel point travailler avec un gars qui a ce pedigree-là, parce que Stéphane Fizet, ça a été un haut choix de repêchage dans la Ligue nationale. Stéphane Fizet, il a eu une grosse carrière dans la Ligue nationale. Tu sais, c'est pas le dernier venu, là, c'est pas un gars que quelques personnes connaissent son nom. Là, quand tu parles des entraîneurs reconnus, ou en tout cas des noms importants qui gravitent dans le hockey collégial, Stéphane Fizet en fait partie, Martin Bernard aussi, évidemment. C'est quoi de travailler avec un ancien gardien de ce niveau-là par rapport, mettons, à d'autres coachs que tu peux avoir eu? Puis pas une question de dire, es-tu meilleur que les autres coachs, mais tu sais, l'affaire qu'il a peut-être compris du hockey que d'autres ne peuvent pas comprendre parce qu'il a vécu ça. Est-ce que tu le sens, ça? Est-ce qu'il est capable de te transmettre des choses différentes de d'autres coachs, justement, de son vécu? Ben, je crois que oui, parce que lui, il a comme plus d'expérience, si je peux dire ça. Fait que c'est sûr que lui, c'est vraiment. Lui, il travaille beaucoup l'aspect mental. Je ne sais pas si vous en avez parlé un petit peu, mais il travaille beaucoup l'aspect mental. Puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs et gardiens qui ont l'expérience pour nous apprendre ça. C'est sûr que techniquement, il est là pour nous. Mais l'aspect mental est important. Puis je pense qu'il fait un beau travail, je pense. Puis comment il travaille là-dessus, justement? Est-ce que c'est juste vous dire comment penser ou y a-t-il des exercices en particulier? De quelle façon il travaille justement cet aspect mental-là? Ben, en fait, je pense pas qu'il y a des exercices. Nous, on n'a pas d'exercices vraiment, mais je pense qu'il est tout le temps là pour nous. Il nous rassure. Je disais qu'il y en a un petit quelque chose. On peut aller le voir. C'est comme un deuxième papa. Là. Je pense qu'il est là pour tout le monde, même les attaquants, les défenseur. Puis il est là pour tout le monde. Là. Il est vraiment très apprécié dans l'équipe. Là, il vous reste grosso modo une demi-saison pour continuer jusqu'aux éliminatoires. Parlons de l'équipe, justement. C'est quoi l'état d'esprit en ce moment? Sens-tu une grosse confiance, une trop grosse confiance? Comment les gars sont? Est-ce que les gars sont fébriles du fait, OK, c'est peut-être notre année? Comment ça se passe là, à l'intérieur du vestiaire? Ben, je pense que Martin nous ramène pour pas qu'on ait trop la confiance. Mais non, les gars, je pense que on se dit tout qu'on voudrait avoir notre année, mais on pense pas trop à ça. On y va une semaine à une semaine, game par game. Puis non, les gars, je pense qu'on pense pas trop à ça. Là. On pense vraiment aux games dans la fin de semaine qui s'en viennent. Puis après ça, on verra qu'est-ce qui va arriver. Là. Y a-t-il une équipe ou un joueur à date qui te donne plus de troubles ou que tu as plus de misère à. Tu sais, des fois, on a des repères, puis on dirait que contre certaines équipes, pour peu importe le sport, là, on a ça, on dirait qu'il y a des équipes de la misère à voir venir, on dirait qu'ils font des choses différentes. Ou en tout cas, un joueur qui a une manière de lancer ou quoi que ce soit qui est plus dérangeante. T'en as-tu à date là, que tu as affronté qui sont dérangeants? Ben, c'est sûr que moi, j'ai pas vraiment un joueur, mais c'est sûr que Sorel, c'est une très bonne équipe. Là, fait que pour moi, je pense que ça a été une grosse équipe cette année. Là. Ouais. Visiblement, parce ils vous accotent au classement actuellement, mais vous avez une coupe de matchs en main, mais effectivement, Sorel est sur une belle lancée. Est-ce que vous considérez en groupe que Sorel, c'est l'équipe ou avez-vous le voyez-vous comme ça? Ou c'est peut-être tu me disais, OK, on prend match après match, puis c'est normal, tu ne prends jamais personne pour acquis. Mais y a-tu des équipes que vous ciblez comme OK, ça, c'est des équipes, c'est spécial jouer contre eux, il faut vraiment être plus préparé ou prendre ça encore plus au sérieux, ou ne serait-ce que parce que c'est une rivalité. C'est qui les équipes là qui justement, ils viennent vous chercher davantage? Ben, en fait, c'est rare qu'on parle des autres équipes. Vraiment, c'est sûr que eux, moi, je n'étais pas là l'année passée, mais eux, les rivalités, c'est plus ceux qui ont affronté en playoff. Là. Mettons, Outaouais, Alma, c'est des grosses rivalités parce que l'année passée,
ont perdu contre Alma. Mais sinon, non, on parle pas vraiment des autres équipes. On se focus plus sur notre équipe. Puis c'est ce que l'avenir va nous donner. Là. Excellent. Parlant d'avenir, je vais finir là-dessus. Les gars de collégial qui performent très bien, il y en a plusieurs qui vont faire le tour vers la LHJMQ. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été proposé jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ta tête? Comment tu vois ça? En fait, présentement, je me dis tout le temps, je suis à Thetford, je veux finir ma saison à Thetford, puis pour la LHJMQ, on verra ce que ça va donner. Moi, je suis vraiment concentré sur Thetford présentement, puis l'école, c'est très important. Excellent. Tu étudies en quoi d'ailleurs? Sciences humaines. Sciences humaines, good. Je disais que j'allais finir là-dessus, mais est-ce que tu as un agent qui travaille pour toi? Comment vous fonctionnez? Je suis toujours curieux de ça, puis je pose la question parce que je suis complètement ignorant de l'affaire. Est-ce que dans le collégial, les gars ont des agents ou comment vous fonctionnez par rapport à ça? Ou des consultants, ou peu importe comment vous les appelez? Pour moi, présentement, j'en ai pas. Okay. Je pense que mon agent, si je peux dire ça, c'est plus Stéphane Fizet. Quand j'ai des questions, puis lui, il a de l'expérience, il a joué à NHL. Il a déjà été agent de joueur aussi. Fait que c'est sûr que quand j'ai des petites questions où j'en parle, mais non, j'ai pas d'agent de joueur pour moi. Fait que tu n'as pas besoin d'y parler pour négocier ton temps de glace, t'es correct? Je leur laisse faire leur job. Là. Good. Hey, écoute, Tyler, un gros merci, super sympathique d'avoir jasé avec toi. Merci d'avoir pris ce temps-là. J'espère que les gens ont appris à te connaître un peu, à voir un peu ton parcours, vraiment intéressant. La preuve que le hockey collégial peut être un débouché pour bien du monde. Puis j'invite les gens, s'ils ne vont pas sur place, au moins syntoniser RSEQ.direct, regarder des matchs des Filons de Thetford, c'est toujours intéressant. Puis quand Tyler est d'un but, ça se peut qu'il y ait des beaux arrêts qui se passent, fait que ça vaut la peine de regarder ça. Donc Tyler, encore une fois, un gros merci. Puis écoute, je te souhaite la meilleure des chances, puis le meilleur des succès pour le reste de la saison. On va suivre ça de façon très pointue toute l'année. Parfait, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Salut, à bientôt. Salut.